voilà, après cette introduction par nos présidents et vice-présidents délégués, nous nous retrouvons pour ce premier atelier avec Céline Vénica, donc notre directrice de la Fédération Midi-Pyrénées. Et nous aurons aussi Stéphane Danguiral de la société Évolution Tourisme qui va apparaître sur l'un des écrans. Et Michel Dubié va venir à ma place pour accompagner Céline tout au long de ce premier atelier donc du e-campus. Merci à tous et je t'en prie Michel. Bonjour à tous et bienvenue donc sur ce campus. Donc je suis Céline Vénica, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, directrice de la Fédération Midi-Pyrénées depuis 20 ans maintenant. Et du coup, je vais vous accompagner, vous aider sur ce sujet-là pour la deuxième évolution de la grille que vous connaissez, qui est en place depuis 2010. Michel, est-ce que vous souhaitez faire un petit mot d'introduction sur ce classement? Oui, un petit peu désolé pour mon retard, mais moi j'étais en avance. Mais bon, c'est pas grave. Bien, donc effectivement, le classement, un dossier important, hein, je crois qu'il faut le prendre bien en compte, même si aujourd'hui, près de 95% de nos adhérents sont classés. Donc il va y avoir, le classement est arrivé donc en 2010, il va y avoir maintenant une vague, je dirais une nouvelle vague pour une deuxième fois quand même, ou troisième, de classement. Je crois qu'il était important de voir cet atelier parce qu'il y a encore quelques petits points qui demandent un peu quelques explications et que nous allons essayer de vous donner. Et si vous avez des questions là-dessus, surtout, n'hésitez pas. Bien sûr, je redirais qu'être classé, c'était quand même important. Hein, je crois qu'il faut prendre conscience de ça. Et donc, nous avons donc notre intervenant, Stéphane Danguiral, aujourd'hui, qui va intervenir là-dessus. Je vous souhaite donc un bon atelier parce que de toute façon, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je vais laisser surtout la place à Céline qui connaît ça par cœur. Moi, j'ai travaillé en 2010 au tout début, hein, au départ, sur la nouvelle grille au niveau national. Et maintenant, c'est quelque chose qui roule, hein, qu'on modifie très peu, hein, il faut le dire, très peu de temps en temps, quelquefois un ou deux critères. Mais il n'y a pas de grosse réforme là-dessus. Voilà, donc bon travail sur cet atelier et je laisse la parole donc à Céline qui va vous animer avec Stéphane Danguiral cet atelier. Parfait, merci Michel. Alors je vous fais un petit point, un petit sommaire de ce que nous allons aborder ensemble. En régie, éventuellement, si vous voulez bien nous mettre le PowerPoint après sur le classement. Donc nous allons... Bonjour Stéphane, nous te voyons arriver. Bonjour. Donc nous allons vous rappeler quelles sont les formalités nécessaires pour le classement, les éléments utiles pour vous préparer en amont de la rencontre de l'auditeur. Faire un petit rappel de la procédure également sur Atout France pour que vous retrouviez un petit peu vos marques au bout de 5 ans. Vous redire quels sont les établissements qui doivent être reclassés pour cette année 2021. Vous rappeler, vous expliquer les différents types d'emplacements qui sont contrôlés et qui composent vos structures. Les critères qui ne changent pas, on viendra un petit peu plus en détail sur les critères qui changent par contre. Et puis nous vous montrerons tout simplement les outils que vos fédérations, qu'elles soient au niveau de l'Occitanie ou au niveau de la fédération nationale, mettent à votre disposition pour vous préparer au mieux pour ce classement. Voilà, Stéphane, je te laisse peut-être introduire ou continuer sur les formalités. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Céline et à Michel pour ce discours introductif. Avant de commencer dans le vif du sujet, je souhaitais d'abord remercier forcément la COHPA et tous ses élus. Je veux remercier aussi Gilles Fourreau pour son dynamisme et la réussite de l'organisation de ce premier e-campus. Donc merci à toi Gilles. Ensuite, je voulais aussi remercier Aurélien de Team Spirit Animation pour tout le volet technique. Il a su se rendre disponible rapidement, donc merci à lui. Je souhaite aussi remercier Céline parce que j'ai eu le plaisir à préparer cet atelier avec lui. Et ensuite, je veux vous remercier tous les participantes et tous les participants à être présents aujourd'hui, à participer à cet atelier parce que ça prouve, vous êtes apparemment très nombreux, ça prouve que la dynamique est encore là et elle sera toujours là parce que la filière HPA et une structure d'hébergement, un secteur d'hébergement touristique est très dynamique. Vous avez su démontrer en 2020 par rapport à ce qui nous arrive tous.
Et bravo à vous par rapport à cette adaptation et vous serez encore vous adapter en 2021 et je vous souhaite à tous une saison plus facile que la saison 2020. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais faire rapidement une présentation d'Evolution Tourisme. Donc je travaille depuis une vingtaine d'années en tant que consultant auditeur au niveau de l'hôtellerie plein air. Je travaille sur différents sujets. Donc le sujet que nous abordons aujourd'hui, c'est le classement. Je travaille aussi sur tout ce qui est audit qualité. Je travaille aussi sur des études de développement de camping à la fois privés et publics. Et enfin, je travaille avec des avocats associés sur tout ce qui est mise en place de délégation de services publics pour des campings municipaux. Donc, par rapport au contexte de l'atelier d'aujourd'hui, donc comme l'a dit Michel et Céline, c'est vrai qu'on est sur une nouvelle vague de reclassement avec une nouvelle grille qui est sortie en juillet 2019. Donc, pour l'instant, à ce jour, il y a très peu de campings encore qui sont classés par rapport à cette nouvelle grille, sachant qu'en 2020, il y a eu la possibilité de report par rapport aux campings qui devaient se reclasser. Donc, à partir de la période de 2021, il va y avoir un certain nombre de campings qui vont devoir se reclasser. Et en 2022, vraiment, le gros volume de campings qui vont devoir obtenir leur étoile. Donc, par rapport à cet atelier, souvent, quand j'en discute avec les gestionnaires de camping, ils me disent oui, le classement, c'est une contrainte. Donc, moi, je veux vraiment désacraliser le classement. On est là tous pour vous aider. Donc, vous avez au niveau local les syndicats, la fédération qui vous prépare. Il y a des audits aussi à blanc qui sont mis en place et ça, je trouve ça remarquable parce que pour nous, ensuite, le travail est facilité et on peut effectuer une visite de classement encore plus sereine. Donc, sachez que moi aussi, donc, je représente le cabinet Evolution Tourisme, mais je travaille en partenariat pour ce dossier de classement avec la société ACEP parce qu'il y a la nécessité d'avoir une accréditation COFRAC pour effectuer ce type de prestation. Donc pour nous aussi, sachez que c'est important de conserver cette accréditation COFRAC. Donc pour chaque dossier, on est très attentif pour que tout soit mis en œuvre, pour que le dossier ne pose pas de contestation ultérieure par quiconque. Donc ça, c'est important. Je vous rappelle, on est votre partenaire, mais aussi, on doit mettre en place tout en œuvre pour que votre dossier soit fait comme il se doit. Donc ça, je veux porter votre attention. On va en parler là prochainement par rapport aux formalités nécessaires. Il est important pour chacun que tout soit respecté et que tout soit mis en œuvre pour qu'il n'y ait aucune contestation ultérieure. Donc par rapport à ça, il y a certes le jour J de la visite de classement, mais en amont, il y a toutes les démarches préparatoires qui sont nécessaires, où là, les syndicats et la fédération est là pour vous accompagner. Mais nous aussi, une fois que vous avez choisi, par exemple, ACEP, moi, je suis à votre disposition pour vous renseigner, pour faire l'assistance technique, pour éventuellement vous renseigner pour différents points qui vous questionnent par rapport à la mise en place opérationnelle du dossier, mais aussi, une fois sur place, si vous avez des questions par rapport à certains critères, je suis là pour vous répondre. Donc, je vous le répète, on est évaluateur, mais on est aussi et avant tout partenaire pour que vous obteniez le classement, parce que honnêtement, moi, en tant qu'évaluateur, ça ne m'intéresse pas de faire des contre-visites. Donc, sachez que tout sera mis en œuvre dans chaque dossier pour que vous ayez votre classement souhaité suite à la réalisation de la visite de classement. Si on peut basculer sur les diapositives, s'il vous plaît. Donc, notamment par rapport aux formalités. Donc, la diapositive va sûrement arriver. Donc, la première formalité qui est importante, c'est tout ce qui est document d'urbanisme. Donc, comme vous le savez, par rapport au montage du dossier, il faut que nous bénéficions comme document d'urbanisme soit du permis d'aménager, soit de l'autorisation d'aménager. Si vous n'avez pas ces deux documents, il faut que vous démontriez que vous avez fait la démarche auprès de la mairie et aussi au niveau de la préfecture. Donc, un courriel atteste de votre démarche. Et si vraiment vous n'avez pas pu obtenir ces documents, ce qui est à mettre en œuvre, c'est l'attestation que Céline vous présentera en fin d'atelier. Vous pouvez la faire remplir au niveau de votre mairie ou service de l'urbanisme de votre mairie. Donc, par rapport à ces documents d'urbanisme, il faut vraiment que le classement soit effectué par rapport au nombre d'emplacements autorisés. Mais aussi, je tiens à vous dire, j'ai eu plusieurs fois le cas, si un nombre d'emplacements, par exemple, est fixé à 100, et si vous faites une demande à 90, il y a possibilité. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous avez un nombre d'emplacements supérieur au nombre d'emplacements exploités, c'est totalement possible. Deuxième formalité qui est importante
dans le cadre notamment de la nouvelle grille, c'est le relevé cadastral. Donc, il est important que vous demandiez au niveau de la mairie le relevé cadastral et notamment la superficie totale de votre camping, parce que notamment, il y a un critère par rapport à la superficie moyenne des emplacements. Donc, pour effectuer ce calcul, on a forcément obligation d'avoir la superficie totale. Ça vous permet de justifier la superficie de votre camping et aussi, des fois, vous avez de bonnes surprises en découvrant que finalement votre camping est plus grand que ce que vous pensez. Donc aussi, c'est l'occasion pour se rendre compte réellement quelle est la superficie de votre camping. Donc pour nous, c'est vraiment un élément aussi important au dossier et il est nécessaire qu'il soit présent. Troisième point aussi à nous transmettre, c'est le plan du camping numéroté. Donc c'est en général le plan du camping commercial que vous remettez à la clientèle lorsqu'elle arrive dans votre établissement. Donc s'il vous plaît, il faut que ce plan du camping numéroté corresponde aux numéros qui sont sur les parcelles de votre camping. Donc ça, soyez attentifs aussi. Oui, je suis là. Je suis là. Petit souci technique sur le micro de Stéphane Danguiral. Stéphane, si tu m'entends, on va régler ce petit problème technique. Donc, on va repasser la main à Céline, ici présente, pour continuer une partie de la présentation. Et tu pourras reprendre, je pense, dans quelques minutes, le temps que ce petit réglage technique se mette en place. À tout de suite. Céline. Apparemment, Gilles. Oui, c'est bon, ça y est, tu es revenu. Oh, c'est magnifique. Voilà. Moi, j'adore la technique. C'est le deuxième campus, il ne faut pas l'oublier. Dès le premier, déjà, nous avions eu des petits détails comme ça. Ben, ils vont se régler ce matin. Voilà, tout simplement. Merci. Et je peux me dire, Gilles, par contre, à partir de quel point vous entendez plus? C'était le point sur le plan du camping numéroté, qui était un point, un point clé, monsieur Danguiral. La parole est à vous. Merci, monsieur Foufou. Donc, on reprend. Apparemment, il y a eu quelques coupures de son. Donc, oui, on va reprendre à partir du plan du camping numéroté. Donc, ce que je vous disais, ce qui est important, c'est qu'on bénéficie comme document au niveau du dossier du plan commercial que vous remettez en général au camping, aux clients lorsqu'ils arrivent sur votre établissement. Donc, les numéros qui sont présents sur ce plan doivent correspondre aux parcelles et aux numéros de votre établissement. Donc ça, c'est justement, en général, si vous avez réorganisé les emplacements, il est important que vous réactualisiez votre plan au moment notamment du reclassement. Enfin, à tout moment, de toute façon, il est important que la clientèle se rende compte de la réalité des parcelles et des numéros. Donc, quatrième, et qui est un point que je vais peut-être en premier au niveau des formalités, c'est le positionnement marketing, notamment en nombre d'étoiles. Donc, c'est vrai que le reclassement est pour vous le moment de vous poser la question par rapport au nombre d'étoiles que vous souhaitez obtenir. Mais à tout moment, pendant les 5 ans, la durée de validité du classement, vous pouvez changer de classement. Moi, j'ai eu le cas de camping qui avait fait une demande 3 étoiles alors qu'avant ils étaient 2 étoiles et se sont rendus compte que finalement, ils souhaitaient revenir 2 étoiles. Et à l'inverse, les campings qui sont restés 3 étoiles se sont rendus compte qu'ils avaient peut-être la possibilité que la clientèle les incitait aussi à aller vers du 4 étoiles. Donc, à vous, à ce moment du reclassement, de vous poser la question par rapport au nombre d'étoiles, mais sachez que pendant les 5 ans, vous pouvez changer de classement à tout moment. Ensuite, donc, les codes d'accès à Tour France Classement. Donc, ça, c'est important que vous puissiez voir s'ils fonctionnent toujours. Ça fait 5 ans peut-être que vous avez utilisé. Je pense que vous ne les utilisez pas tous les jours dans le fonctionnement de votre établissement. Donc, déjà, essayez de les récupérer, testez-les. Et s'il y a un dysfonctionnement, il faut que vous rapprochiez de Tour France pour qu'il vous génère de nouveaux codes d'accès.
Ensuite, la dernière formalité que je vais vous présenter, c'est la saisie du pré-diagnostic et le choix du cabinet. Donc, la saisie du pré-diagnostic, elle se fait maintenant directement par votre compte à tout France. Et là, vous allez notamment devoir saisir tous les critères de pré-diagnostic en lien avec la grille. Et en plus, ça risque d'être un petit peu contraignant pour vous, mais c'est saisir tous les emplacements avec leurs différentes caractéristiques. Donc, ça risque de prendre un certain temps. Donc, ne faites pas ça au dernier moment. Il faut vraiment que vous saviez sur la plateforme et que vous vous rendez compte qu'il y a eu un changement. Et au moment de la saisie du pré-diagnostic, vous devez faire le choix du cabinet. Bon, je vous incite, si vous le souhaitez, à choisir cette section, mais on est différents cabinets, donc à vous de voir le cabinet avec lequel vous souhaitez travailler. Sachez, ça me permet de vous dire aussi, par rapport à l'ancien classement, il y a quand même beaucoup plus de tâches à réaliser pour le cabinet et l'organisme évaluateur. Donc, nous, notamment, les tarifs ont un petit peu augmenté par rapport à il y a 5 ans. Donc, voilà, ça justifie le fait que les tarifs aient changé par rapport à il y a 5 ans. Donc, diapositive suivante, ça concerne donc le rappel de procédure et notamment par rapport à Atout France. Donc, toute demande doit se faire forcément et obligatoirement par la plateforme du classement Atout France. Donc, ce que je vous dis tout à l'heure, vérifiez votre compte d'accès. S'il n'y a pas de possibilité d'accès, vous voyez avec Atout France, Céline vous donnera le numéro. Moi, je vous transmettre aussi en direct. Il y a des services qui sont prévus au niveau d'Atout France pour vous assister techniquement par rapport à la plateforme. Donc, je le répète, choix du cabinet accrédité à ce moment-là, au moment de la sélection, au moment de la saisie du pré-diagnostic. Donc, par rapport à la visite de contrôle, par rapport à l'audit, donc il faut que le camping soit forcément ouvert et aussi les services normalement ouverts. Vous savez comment on vit une période particulière. On ne sait pas, par exemple, par rapport à la restauration, si les restaurants pourront être ouverts dès que vous allez ouvrir. Je vous le souhaite tous. Donc là, après, les adaptations se feront par rapport au contexte sanitaire que personne ne maîtrise à l'heure actuelle. Donc, ce qu'il faut savoir aussi au niveau du classement, je ne sais pas si vous m'entendez toujours, apparemment oui. Au niveau du classement, il n'y a aucune visite mystère qui est prévue par rapport à quel que soit le nombre d'étoiles demandé. Donc, on va poursuivre avec les établissements à reclasser. Là, je laisse la parole à Céline. Merci Stéphane. Donc pour vous préciser, en effet, sur l'année 2021 et 2022, nous aurons deux grosses périodes de reclassement. 2021, donc, devront être classés tous les établissements qui avaient été classés il y a 5 ans, soit en 2016. Et nous aurons également le classement des établissements dont la date d'échéance arrivait entre le mois de mars 2020 et avril 2021, période Covid, où la durée de validité avait été prorogée par Atout France, exceptionnellement. Donc les établissements qui devaient être classés en 2020 ou début d'année 2021 ont jusqu'au 1er mai 2021, donc au moment de l'ouverture de la saison et des services, pour se faire reclasser. Voilà, donc 2021, on a fait une petite analyse statistique ce matin avec Michel. On regardait sur l'Occitanie. Nous devrions avoir environ 350 établissements à classer sur la période 2021. Et puis 2022, donc comme je vous le disais, le gros des reclassements aura lieu. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant sur la différence d'emplacement. Donc, slide suivante, voilà. Vous verrez donc dans la grille vont apparaître un certain nombre de critères au niveau des équipements sanitaires notamment, pour la composition de vos emplacements. Donc, on va faire différentes catégories d'emplacements, comme nous avions précédemment. Là, il n'y a pas de changement. Je vais vous expliquer, vous rappeler ces différents types d'emplacements. Et dans tous les cas, vous verrez, nous avons un outil au niveau de la Fédération nationale qui vous permet de savoir combien d'équipements sanitaires vous avez besoin en fonction de votre catégorie d'établissement, en fonction du nombre d'étoiles, mais aussi et surtout en fonction du type d'emplacement. Donc, je vous rappelle les emplacements que l'on appelle emplacements nus, non desservis en eau et en assainissement, donc de manière simultanée. Ce sont les emplacements les plus simples où vous accueillez de la clientèle de passage et où il n'y a aucun type d'assainissement sur l'emplacement. Donc, bien entendu, c'est pour cette catégorie d'emplacement que l'on va vous demander le plus d'équipements sanitaires dans le ou les blocs de votre camping.
Je voudrais préciser ici donc qu'une partie d'entre vous ont investi sur des sanitaires privatifs. Donc on retrouve de plus en plus sur des emplacements nus des petits blocs sanitaires que vous avez créés pour vos clients. Sachez que pour compter ce type de structure, ce type de sanitaire dans le classement, il faut que l'ensemble de cette catégorie soit équipé de ce type de prestations. Donc l'ensemble des emplacements que vous avez dit emplacements nus doivent être équipés de sanitaires privatifs pour qu'ils puissent être comptabilisés et qui viennent donc en déduction des sanitaires que vous avez dans le bloc sanitaire. Donc dit comme ça, c'est pas très vendeur parce que vous avez fait un certain nombre d'efforts. Le Covid est passé par là. De plus en plus d'établissements ont mis en place ce type de sanitaire et la fédération donc en a fait la demande. Michel vous disait tout à l'heure que des évolutions peuvent être faites régulièrement dans la grille. C'est une évolution que nous avons demandée par le biais de la Fédération nationale à Atout France pour que cette spécificité qui n'avait pas été suffisamment prise en compte au moment de la réforme en 2018-2019, au moment de la modification de cette nouvelle version de la grille, voilà, ça n'avait pas été pris en compte, donc on va faire le nécessaire. En tout cas, l'information est remontée à Atout France. C'est que le classement, lui, tient compte des sanitaires collectifs. C'est sur le collectif. Pourquoi ils ne prennent pas en compte les sanitaires privés? Mais parce que le sanitaire privé, il n'est accessible qu'aux personnes qui occupent l'emplacement. Donc c'est pour ça que le classement demande à ce qu'à partir du moment où vous avez un sanitaire privé, pour que ça puisse compter dans le classement, il faut que tous vos emplacements soient équipés de sanitaires privés. Voilà. Mais ça ne change rien dans le nombre de sanitaires collectifs. Voilà. Donc c'est un peu la notion, et c'est ce qu'on est en train de retravailler avec Atout France là-dessus, parce qu'effectivement, avec l'arrivée du Covid, mais même un petit peu avant, il y a des campings qui avaient déjà mis en place un système de sanitaire privé par emplacement. Voilà. Donc on est en train d'y travailler au niveau national et avec Atout France. Certains campings et même certaines chaînes, je crois, qui travaillaient également dessus. Donc ça, c'était la première catégorie d'emplacements, les emplacements nus où donc on demande le plus d'équipements sanitaires dans les blocs sanitaires. Ensuite, on va monter en gamme et en composition sur les emplacements et nous allons avoir les emplacements qui sont desservis en eau, en électricité et qui vont être directement reliés au système d'assainissement. Donc dans ce cas, nous avons soit l'assainissement des eaux ménagères, c'est ce que l'on appelle les emplacements confort caravane, soit l'assainissement des eaux ménagères et sanitaires, où nous appelons ici donc les emplacements grand confort caravane. Attention à ne pas confondre avec la catégorie commerciale. Certains d'entre vous annoncent des emplacements confort ou grand confort. Là, on parle non pas de dénomination commerciale, mais tout simplement d'équipement des emplacements. Céline, si je peux intervenir aussi. Oui, bien sûr. Tu m'entends? Oui, donc pour dire aussi, on me pose quelquefois la question durant les visites, la caractéristique de la catégorie d'emplacement n'est pas figée durant la durée de la validité du classement. Donc un emplacement confort peut se transformer en emplacement grand confort durant la durée de la validité. Donc ça, c'est aussi important que les gestionnaires de camping en aient conscience, et vous en avez sûrement déjà conscience. Tout à fait, et on le voit d'ailleurs beaucoup en audit terrain ou en fonction de l'évolution de l'activité du camping, les emplacements changent et les catégories que vous aviez il y a 5 ans auront sûrement changé si vous avez fait des investissements ou des aménagements d'emplacement pour ce prochain classement. Donc sur ces types d'emplacements, je vous disais donc qu'ils peuvent être reliés à l'assainissement, aux ménagères ou aux ménagères et sanitaires. Et puis ensuite, donc vous précisez que sur ces emplacements, nous allons accueillir de manière passagère des hébergements. Donc les hébergements qui vont être des caravanes par exemple, des camping-cars, des toiles de tente éventuellement, où on peut avoir également des locatifs sans sanitaire privatif. Voilà, donc ça c'est la catégorie des emplacements desservis en eau, électricité et directement raccordés au système d'assainissement.
destiné à accueillir tout type de matériel. C'est un petit peu long, je vous redonne ce terme parce que c'est celui qui est utilisé exactement dans le cadre du classement. Et pour cette catégorie d'emplacement, nous allons également avoir besoin d'équipements sanitaires dans les blocs sanitaires, mais bien entendu en quantité inférieure. Je vois que des questions arrivent également au niveau des PRL. On va vous en parler tout à l'heure, puisqu'en effet, cette grille désormais prend en compte les classements camping et parc résidentiel de loisirs. Alors, les notions sont différentes en termes de quantité et d'équipement pour les PRL. On va vous le détailler un petit peu plus tard sur les slides suivantes. Si vous voulez bien passer au niveau de la régie sur les différentes slides, donc on va passer encore 1 à 2 diapos. Voilà, celle-ci on l'a abordée. Voilà, donc là il s'agit de la dernière catégorie des emplacements, qui sont les emplacements équipés, qui peuvent être raccordés à tous les branchements. Et pour ces équipements, ces hébergements, nous avons des sanitaires privatifs. Donc concrètement, vous avez installé un mobil-home, un chalet sur l'emplacement. Et le locatif est équipé de sanitaires, mais de sanitaires complets. Et bien entendu, c'est l'évolution par rapport à il y a 5 ans de la grille. Désormais, pour cette catégorie d'emplacement, on ne vous demandera plus de sanitaires dans le bloc sanitaire. Donc concrètement, si vous avez un camping qui est équipé de 100% de mobil-home, un camping type loisir par exemple, on ne vous demandera pas d'avoir de sanitaires dans le cadre du classement. Après, il y a quand même le confort client et le système ou le système D quand il y a un locatif qui est en panne ou un problème, ben, on est bien content, ou à proximité de la piscine, d'avoir par exemple des sanitaires pour que les clients l'utilisent dans la journée. Voilà. Vous précisez également que si l'hébergement est équipé de sanitaires mais pas de WC, ça peut arriver. Dans ce cas, on va vous demander d'avoir uniquement des WC dans la partie du bloc commun. Donc ne vous inquiétez pas, nous avons réalisé un outil au niveau de la Fédération nationale. Cet outil, la plupart des constructeurs de sanitaires l'ont également entre les mains. Il vous permet de calculer en fonction des différentes catégories le nombre de sanitaires que vous avez besoin. Et vos fédérations, on vous le précise et on vous le redira tout au long de ces 2 jours, vos fédérations sont à votre disposition pour vous aider à catégoriser les types d'emplacements en fonction des équipements que vous avez sur votre camping. Voilà, on y reviendra si vous voulez tout à l'heure avec quelques questions. Donc, pour la suite de l'atelier, je voulais dire aussi qu'au niveau de la visite en matière opérationnelle, la première démarche au niveau d'ACEP, c'est de réaliser avec le gestionnaire de camping la fiche d'identité du camping lors de la visite. Donc là où on répartit justement la totalité des emplacements suivant les catégories que vient de vous présenter Céline. Et aussi pour chaque catégorie, on dispatche ces emplacements par rapport à la répartition au niveau de tout ce qui est locatif, s'il y a du locatif, au niveau d'emplacement loisir, s'il y a des emplacements loisirs, et aussi tout ce qui est emplacement autocaravane, s'il y a des emplacements autocaravane spécifiques et qui sont prévus. Si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, avec Céline, on a décidé de vous faire une présentation de ce qui ne changeait pas par rapport à la nouvelle réforme et ce qui changeait. Là, on attaque la partie de manière générale et ensuite, on va aborder quelques critères qui ont changé par rapport à la nouvelle grille. Donc, par rapport à ce qui ne change pas, il y a toujours la notion de critères obligatoires et critères optionnels. Donc, si vous avez comme livre de chevet, et j'en doute, forcément, vous l'avez tous comme livre de chevet, la grille de classement. Donc, vous avez au niveau de la grille de classement les critères obligatoires qui sont représentés par une croix et au niveau des critères optionnels, ils sont représentés par un rond. Donc, par rapport à l'obtention et au calcul du classement, je vous rappelle donc l'élément opérationnel, c'est que vous devez obtenir 95% du nombre de critères obligatoires. Donc, vous devez obtenir au moins 95% de critères obligatoires. Si vous n'avez pas ces 95%, malheureusement, le classement ne sera pas prononcé. Donc, il y a cette marge d'erreur, entre guillemets, de 5%. Mais pour tout point obligatoire perdu, vous devez obtenir, pour chaque point perdu, 3 points en plus. Alors, vous m'entendiez? Oui, il ne faut pas couper, hein, monsieur
Stéphane Danguiral, vous m'entendez aussi? Je coupe pas. Très bien, c'était pour exprimer le fait que Thomas Dubier, du camping de Lavedan, posait la question si nous n'avons pas d'hébergement PMR et que nous avons que des locatifs, un sanitaire PMR n'est tout de même pas obligatoire? Alors ça, c'est une question justement qui est ressortie à plusieurs occasions. Donc par rapport à ça, il y a obligation d'avoir des... Par rapport à l'évaluation, et ce que disait Céline, il y a obligation d'avoir un minimum de sanitaires handicapés, et aussi par rapport au fait d'avoir ou pas, au niveau du classement, un locatif PMR par rapport au cas où le camping aurait 100% des emplacements en locatif résidentiel. Nous, au niveau du classement, il faut juste que l'accessibilité à l'emplacement soit possible. Mais après, il y a des contraintes réglementaires il doit y avoir au moins un locatif PMR au niveau de cet établissement. Merci beaucoup pour ce retour, Stéphane. Alors, au fur et à mesure, je me permettrai d'indiquer les éléments du chat, des questions qui sont en tout cas posées. Merci. Et merci de me dire lorsqu'il y a des problèmes de son, parce que... Je peux apporter un détail là-dessus. Effectivement, pour l'hébergement, comme le disait Stéphane très bien, il faut que l'emplacement soit accessible. Ça, c'est vrai. L'hébergement, c'était dans le cadre du label Tourisme Handicap, où il demandait effectivement d'avoir un hébergement pour 50 emplacements. Voilà. Et le critère qui a été repris au niveau du classement, c'est l'accessibilité à l'emplacement. Voilà. Après, on ne rentre pas dans le détail de l'hébergement. Et effectivement, je reviens sur les WC. Je crois que c'est important. Si vous devez avoir un WC, si vous devez faire un WC sur un camping 100% loisir, c'est-à-dire que vous avez 100% moyen, faites-le pour les mobilités réduites, pour handicapés. Ça ne coûte rien, ça sert et au moins, ça vous protège par rapport à la réglementation. Vous faites un WC handicapé qui peut servir autant aux gens valides qu'aux gens handicapés, alors que l'inverse n'est pas vrai. Voilà. Donc, faites-le au moins accessible. Tout à fait. Si on peut voir la slide. Vous m'entendez toujours parce que j'ai des retours de son et je ne sais pas si... Donc, c'est bon apparemment. Donc oui, par rapport aux critères obligatoires et critères optionnels, donc par rapport au nombre de points à obtenir, donc critères obligatoires à 95%, et donc vous avez cette marge de 5%, où pour tout point perdu en matière de critères obligatoires, vous devez obtenir 3 points de critères optionnels en plus de ceux que vous devez déjà obtenir, parce qu'il y a un quota de critères optionnels à obtenir forcément, et qui est différent suivant la caractéristique de l'établissement et aussi suivant le classement en étoile. Donc, ce qui ne change pas aussi, c'est les superficies minimales des emplacements. Donc, pour rappel, 1 et 2 étoiles à 70 mètres carrés. Et ensuite, pour de 3, 4, 5, 80 mètres carrés. Donc, là aussi, je veux vous préciser de manière opérationnelle, une fois qu'on fait la visite de classement ensemble, sachez qu'il y a une tolérance de 50 cm en longueur et en largeur. Donc, ça, prenez en compte lorsque vous faites les vérifications des superficies et des emplacements de vos parcelles. Et ensuite, par rapport à la délimitation des éléments naturels, donc on prend l'élément médian, notamment dans le cadre d'une haie ou autre élément qui délimite vos emplacements. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce qui ne change pas, c'est qu'il n'y a toujours pas de visite mystère au niveau des procédures de classement. Ensuite, par rapport aux emplacements confort et grand confort, donc Céline vient de vous le détailler, il y a toujours ce distinguo entre les emplacements confort et grand confort. Et aussi, il y a toujours donc le maintien de la catégorie loisirs. Donc, vous savez, vous êtes catégorie loisirs si vous avez plus de 50% des emplacements que vous avez en location sur une durée maximum de plus de 1 mois. Donc ça, il faut que vous le saisissiez au niveau du pré-diagnostic. Et si cette saisie n'a pas été la réalité de votre établissement, elle peut être modifiée, nous, lorsqu'on fait la saisie de la visite de classement. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, par rapport à ce qui change, donc au niveau du référentiel, donc avant il y avait un référentiel camping et un référentiel PRL. Maintenant, par rapport à la nouvelle norme, il y a un référentiel commun qui est à la fois pour les campings et pour les PMR, pour les PRL, pardon. C'était le sujet avant le PMR. Donc, par rapport ensuite aux emplacements pour autocaravane, donc maintenant ils sont obligatoirement inclus dans le total du permis d'aménager, et les emplacements autocaravane sont à renseigner au niveau du
du pré-diagnostic pour bien les distinguer par rapport aux emplacements classiques. Donc, ce qui change, c'est que maintenant, il apparaît des critères obligatoires non compensables. Donc, si vous n'avez pas ces critères, malheureusement, c'est rédhibitoire. Et bon, la visite de classement se poursuivra, mais vous n'aurez pas l'obtention du classement souhaité. Ensuite est apparu aussi des critères à justifier obligatoirement. Donc, pour nous, il faut qu'on les justifie si on nous demande une étude de dossier par certaines personnes. Donc, il faut qu'on le justifie soit éventuellement par des photos ou autres justificatifs qu'on peut apporter par rapport aux critères concernés. Ensuite, ce que je vous disais tout à l'heure, donc il y a l'apparition de la surface moyenne des emplacements, donc c'est la superficie totale du camping. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, il est important que vous puissiez avoir le relevé cadastral et la superficie totale de votre camping, moins 20%. Et ensuite, on divise donc cette superficie totale réduite à 80%, on la divise par le nombre total d'emplacements. Et par contre, par rapport à ce nombre d'emplacements, on exclut les emplacements camping-car, étant donné qu'ils ont une superficie en général moins importante que les emplacements et la superficie demandée par rapport au classement. Slide suivante, ce qui change. Donc, ce qui change aussi, c'est par rapport à l'état de la propreté à l'extérieur et à l'intérieur des locatifs. Donc, vous m'entendez ? Tu pourras gérer là. Avec. Oui. Tu sais qu'à midi, on voit. Céline ? Passe midi, je prends les commandes pour 12h30. Bien, Stéphane. Oui. Oui. Est-ce que vous m'entendez ? Parce que j'entends Gilles là. Allô ? Nous, on t'entend, Stéphane, vas-y, tu peux continuer. Bon, d'accord, je poursuis. D'accord, très bien. Donc, par rapport à ce qui change au niveau, donc, il y a l'apparition de tout ce qui est état et propreté à l'extérieur et à l'intérieur des locatifs. Donc, par rapport à l'état, la définition qui apparaît au niveau du guide de contrôle, c'est élément non altéré dans sa constitution, ses propriétés physiques et mécaniques. Donc ça, c'est la définition de l'état. Et par rapport à la propreté, il faut qu'il y ait vraiment une absence de défaillance en matière d'entretien, donc il n'y ait pas de saleté, de moquettes tachées et autres. Donc ça, c'est important au niveau des locatifs et aussi au niveau des sanitaires. Donc, parce qu'on vérifie à la fois l'extérieur et l'intérieur. Donc, lors de la précédente grille de classement, on avait la possibilité d'avoir une graduation par rapport à l'état et la propreté avec des notes qui allaient de 1 à 4. Maintenant, on doit avoir une observation objective par rapport à l'état et à la propreté. Par rapport à ce qui change, donc il y a aussi l'augmentation du nombre de critères obligatoires pour les 4 et 5 étoiles. Donc ça, je vais pas les citer tous, les nouveaux critères obligatoires pour les 4 et 5 étoiles. Donc sachez qu'il y a des nouveaux critères qui sont devenus obligatoires. Ensuite, par rapport à ce qui change, il y a une meilleure prise en compte des positionnements commerciaux. Donc, par exemple, des campings qui ne souhaitent pas avoir de Wi-Fi au niveau de leur établissement, il faut qu'ils le mentionnent clairement au niveau de leur outil de promotion et c'est considéré comme un élément qui ne rend pas obligatoire justement le Wi-Fi. Par exemple, il y a aussi d'autres positionnements commerciaux comme par rapport à tout ce qui est des campings qui ne souhaitent pas accueillir des enfants et donc là, c'est considéré notamment par rapport aux aires de jeu. Ensuite, par rapport à ce qui change, et ça c'est important pour vous, il y a la disparition des sanitaires pour les emplacements avec locatifs. Donc avant, il y avait une nécessité de quelques équipements sanitaires pour les locatifs. Maintenant, c'est plus le cas. Ensuite, ce qui change aussi, c'est la non prise en compte des WC à la turque et des urinoirs. Donc, moi, ce que je vous dis, si vous avez des WC à la turque et des urinoirs, il n'y a pas obligation forcément que vous les supprimiez. C'est vous, après, en tant qu'exploitant, de faire le choix de les conserver ou pas. Mais si vous les conservez, forcément qu'ils soient en très bon état de propreté et en état aussi par rapport aux équipements. Il y a différents points qui ne sont pas présentés là, mais que je veux vous dire aussi. Ce qui est important, c'est que par rapport à la prise en compte des sanitaires, on prend en compte aussi les sanitaires de vos services si ces équipements sont ouverts 24 heures sur 24. Bon, par exemple, si les équipements de la piscine ou autres équipements sanitaires d'autres services sont ouverts 24 heures sur 24, sachez qu'ils peuvent être comptabilisés dans le nombre d'équipements sanitaires à obtenir. Ensuite aussi, il y a des cas particuliers par rapport à un nombre d'emplacements. Par exemple, il y a le cas particulier des espaces communs qui sont indiqués par un parcours fléché. Sachez qu'ils sont obligatoires si le camping a plus de 200 emplacements pour 4 et 5 étoiles et il est optionnel si le camping a moins de 200 emplacements pour les autres classements. Vous m'entendez toujours ? On t'entend toujours très bien, Stéphane. Très bien, parce que j'ai pas de retour, donc je m'inquiète de savoir si tout est parfait. Au niveau du son, donc apparemment, vous m'entendez. Donc je poursuis. Si vous pouvez changer de slide, s'il vous plaît.
Merci beaucoup la régie. Donc par rapport à ce qui change, c'est la vérification des locatifs. Donc par rapport aux locatifs, on n'a pas tous les locatifs à vérifier. Ça, c'est des questions qui reviennent souvent. Donc nous, on effectue la vérification des locatifs par rapport à un échantillonnage qui inclut exclusivement, premier point, les locatifs dont l'établissement a la propriété, et deuxième point, les locatifs qui sont gérés en direct par l'exploitant ou confiés en gestion à des tiers ou à une destination d'une clientèle touristique, par exemple des comités d'entreprise ou autres exploitants extérieurs. Par contre, sont exclus de l'échantillonnage tous les locatifs qui appartiennent à un propriétaire privé et que le locatif soit confié, même si le locatif est confié en mandat de gestion à l'exploitant ou non. Donc là, c'est important que vous ayez vraiment à l'esprit les locatifs qui peuvent être visités et ceux qui ne le sont pas. Donc après, lors du volet opérationnel de la visite sur terrain, à vous de nous préciser si les locatifs sont, dans quel cadre ils sont en matière d'exploitation et est-ce que ce sont des résidentiels ou des locatifs en location propre. Merci. Donc ensuite, avec Céline, oui. Pardon, je voulais, si tu me le permets, Stéphane, apporter 2-3 précisions sur les éléments qui ne changent pas, mais apporter quelques compléments, notamment sur la superficie minimale des emplacements. Donc Stéphane, vous le rappelez tout à l'heure, on vous demande 70 mètres carrés à minima pour des catégories 1 et 2 étoiles et du 80 mètres carrés à minima pour du 3 étoiles et plus. Sachez qu'il est également possible de compenser ou de rajouter, d'annexer à la surface de l'emplacement une zone que vous allez attribuer par exemple au parking du véhicule, puisque certains d'entre vous faites le choix de ne pas avoir le parking à proximité immédiate de l'emplacement, ou bien parce que vous êtes sur un camping qui est constitué de petits emplacements. Donc vous pouvez compléter la surface de l'emplacement qui sera comptabilisée dans le cadre de ce classement ici, en précisant que par exemple le parking P2 est l'annexe de l'emplacement numéro 2. Et cette information, Stéphane, si tu me le confirmes bien, doit être également présentée sur les supports de commercialisation ou sur le plan du camping, tout simplement. Tout à fait. Très bon complément d'information. Je voulais également vous dire les critères, donc dans les nouveaux critères, on vous a parlé des critères obligatoires non compensables et on attire vraiment votre attention sur ces points-là qui sont des critères qui valaient à l'époque 5 points, donc des critères qui étaient déjà importants dans les grilles précédentes, qui concernent les notions d'état et de propreté, qui sont désormais des critères non compensables, donc quelque part éliminatoires. C'est-à-dire que si vous ne validez pas les points sur l'état et la propreté du sanitaire, de l'accueil, de la voirie, etc., le contrôleur doit malheureusement arrêter là sa visite et vous vous retrouvez à stopper le classement. Il faut donc recommencer l'ensemble des démarches. Donc attention, c'est un point qui est important et qu'il faut faire vérifier si vous pouvez faire passer un collègue, des salariés dans la structure pour repointer. Souvent, comme on dit, les petits détails, on ne les voit plus suffisamment. Donc, c'est important de pouvoir faire passer quelqu'un d'autre, en tout cas un regard extérieur, avant le jour J du classement. Et nous avons, et je rajouterai, donc 2 questions qui viennent sur le chat avec Olivier Mazoui. Peut-on proposer du Wi-Fi à l'accueil et au restaurant, par exemple, et communiquer sur le fait qu'il n'y a volontairement pas de Wi-Fi ailleurs? Première question. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Après, par rapport à, il y a eu, bon, vous le savez tous, il y a un groupe, notamment Utopia, qui s'est mis vent debout contre ce critère par rapport au Wi-Fi. Donc, par rapport à ça, justement, il y a la possibilité d'annoncer clairement le positionnement commercial du camping par rapport à la volonté de ne pas diffuser le Wi-Fi sur tous les emplacements. Donc, il y a cette possibilité-là, mais par contre, ça doit bien apparaître au niveau de tous les documents promotionnels, donc la plaquette si c'est possible, et aussi et surtout par rapport au site internet. Et nous avons une deuxième question de Muriel Blaquière. Peut-on considérer la prise rasoir comme prise électrique? Alors, si c'est une prise classique, oui, tout à fait. Si c'est la prise qui est à proximité du miroir et qui ne permet que de brancher le rasoir, donc non, là, c'est pas forcément la prise où on va pouvoir brancher un sèche-cheveux ou un téléphone portable pour ceux qui veulent l'utiliser. Donc, il doit y avoir en plus un certain nombre de prises électriques qui est demandé dans le cadre de votre classement.
Donc je n'ai pas plus de questions pour le moment, j'en aurai d'autres dans quelques instants d'Hugo Sladen, mais je vous laisse continuer. Parfait, merci Gilles. Donc dernier point pour revenir sur les éléments qui changent, je voulais aussi préciser que les critères à justifier obligatoirement, les fameux AJO dont parlait Stéphane tout à l'heure, sont des points donc, que vous devez justifier soit parfois par des photos, des compléments, soit également par des fiches de sensibilisation que vous connaissez dans le cadre des précédents contrôles que la Fédération avait mis à votre disposition. Sachez, et on vous remettra les liens à la fin de ces slides, sachez que nous avons à nouveau mis à jour ces documents, hein, on les a un petit peu mis au goût du jour avec l'entité Co-HPA, donc beaucoup de contrôleurs savent que ces fédérations ont réalisé ces supports. Mais on vous demande quand même d'anticiper et avant la visite du contrôleur de les imprimer et tout simplement de les faire signer à vos salariés ou de les adapter à votre structure pour les présenter le jour J, le jour du classement. Voilà, donc là on vous propose de rentrer dans le détail des critères qui changent par rapport à la précédente grille. Je vous ai remis ici quelques numéros une petite question peut-être Gilles ? Oui, et j'ai deux nouvelles questions sur le chat. Donc Hugo Sladen qui pose la question suivante. Pourrait-on disposer d'un fichier Excel qui permet de calculer les équipements sanitaires dont nous avons besoin ? Et Pascaline Martinez qui pose la question, ma brochure papier est-elle obligatoire? Alors Hugo, le document pour calculer le nombre de sanitaires est déjà à ta disposition sur le site de la Fédération nationale et en fait tout simplement l'extranet hein, que nous vous rappelons aussi à la fin de ce dispositif. Et Pascaline nous demandait pardon si oui la brochure papier était obligatoire. Donc non, le site internet peut largement suffire en termes de communication et de présentation de vos supports. Et nous avons une dernière question d'Olivier Massouille. Suite encore une fois à la notion de Wi-Fi, peut-on avoir tout de même du Wi-Fi à l'accueil et au restaurant, donc hors emplacement, ou ne faut-il pas de Wi-Fi du tout? Ah ben là, ça c'est le choix d'exploitation et c'est au gestionnaire à décider ce qu'il souhaite mettre en place. Il y a un critère obligatoire qui dit qu'il doit y avoir un espace dédié par rapport au Wi-Fi. Donc là, après, par rapport à ce que dit M. Mazuet, apparemment, il en aurait au bar et au restaurant. Et après, s'il choisit de ne pas en mettre au niveau des emplacements, c'est un choix d'exploitation qui est respectable. Mais par contre, je le répète, il faut que ça soit clairement annoncé au niveau des documents promotionnels et de commercialisation. Oui, sur ce point, au niveau national, on s'est énormément battu. Parce qu'à Paris, bien sûr, ils ont la fibre, ils ont du débit, ils ont tout ce qu'il faut dans leur bureau. Alors que nous, dans nos terrains de camping, et on a beau leur dire, ben vous savez, nous, on a des campings qui sont en zone blanche, qui n'ont pas Internet. Ça, ils ont du mal à l'entendre. Hein. Ils ont du mal à comprendre qu'il y a des régions, il y a des territoires où il n'y a pas d'Internet. Voilà. Alors, ils vous disent, oui, mais maintenant, on a des systèmes qui permettent... Oui, mais les systèmes sont coûteux quand même. Donc, c'est pour ça qu'on se bat encore un peu là-dessus. Et le fait de mettre le Wi-Fi dédié à un certain endroit peut justifier le manque de débit. Voilà. C'est-à-dire que vous avez des campings qui souhaiteraient aussi offrir Internet à tout leur emplacement, mais par manque de débit, ils n'y arrivent pas. Et il vaut mieux offrir un endroit dédié où le client aura du débit, plutôt que de l'offrir à tout le monde où il n'aura rien du tout. Voilà. Je crois que ça aussi, il faut faire un peu la part des choses là-dessus. Et les contrôleurs, je fais confiance à Stéphane, eux aussi prendront cet élément en considération. Après, il y a un point obligatoire, effectivement, où vous avez Internet ou pas, et tout le monde peut en avoir un petit peu. Mais après, c'est des points, je crois, optionnels quand même. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas, se focaliser là-dessus, sur ces éléments-là. Continuez à faire comme on faisait. Et si vous avez peu de débit, eh bien, offrez au moins un emplacement, un endroit dédié. Si vous avez du débit, eh bien, vous mettez Internet sur tout le camping. Je crois que c'est du bon sens. Voilà. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Michel, ce qui est important aussi au niveau de votre dossier, que c'est justement s'il y a l'impossibilité technique d'avoir le Wi-Fi sur votre camping, il est important que vous ayez un courrier de l'opérateur qui atteste de cela, et comme ça, le sujet sera clos. Donc,
J'en profite, à chaque fois je gère donc le chat et j'essaie de rebondir. Nous avons une question sur quel est le nombre de critères ONC. Alors, les critères obligatoires non compensables, le nombre de critères, je ne l'ai pas en tête, mais j'imagine qu'il doit y en avoir 5, 6, parce que ça correspond sensiblement aux critères qui étaient sur les notions d'état et de propreté. Mais dans tous les cas, que vous en perdiez un ou que vous en perdiez 3, malheureusement, le contrôleur devra arrêter son classement et vous devrez recommencer la procédure. Donc, il faut se préparer à ce qu'aucun des critères obligatoires non compensables ne soit perdu, tout simplement. Après, pardon, Céline, ce que je veux rappeler, et qui est important aussi pour nous sur le volet opérationnel, c'est qu'il y a le jour J de la visite, mais il y a aussi un délai de 15 jours par rapport à cette visite pour établir le rapport final. Donc, par exemple, si sur un sanitaire, il y avait plusieurs carreaux de cassés, si le gestionnaire prouve par des photos qu'il a fait le remplacement de ces carreaux, ça pourrait être un moyen d'obtenir le classement dans un second temps. Tant que nous sommes dans les critères qui peuvent être justifiés par un positionnement commercial avéré et différent du positionnement de vos collègues, on vous précise que désormais cette grille permet un positionnement commercial de la structure sans enfants, ou en tout cas destiné à une clientèle autre que les enfants. Je sais que par exemple en Midi-Pyrénées, on a beaucoup d'établissements qui sont réservés à des curistes. Donc aujourd'hui, un établissement qui se retrouvait avec une clientèle à 90% de curistes n'avait pas forcément l'utilité d'une aire de jeu, par exemple. Ce critère est désormais donc optionnel, il devient non applicable plus précisément dans le cas d'un positionnement commercial avéré. Je sais que certains établissements s'étaient depuis 10 ans largement battus pour faire évoluer cette grille, donc c'est désormais pris en compte. Pour répondre à la question du nombre d'ONC, il y en a 7, je viens de les compter, là il y en a 7, et ils sont tous en rapport effectivement avec la propreté et l'état du matériel. Je dis ça parce que dans les locatifs, on prend en compte l'aspect extérieur, et c'est un ONC, c'est un point non obligatoire et non compensable. Donc faites attention, ceux qui ont du locatif, et surtout du locatif qui ne vous appartient pas, mais que vous louez, ou vous sous-louez du moins. Faites-y attention, il faut que l'état extérieur soit propre et en bon état. Ça, c'est très important. Et on a vite fait, malheureusement, de prendre un ONC sur quelque chose qui ne nous appartient pas et auquel on ne fait pas forcément attention. Déjà que sur ceux qui nous appartiennent, ben, ce n'est pas évident, pas toujours facile. Alors ceux qui ne nous appartiennent pas, c'est encore plus compliqué. Oui, je crois qu'on le dira jamais assez. Le classement doit être préparé au plus tôt, et notamment quand vous avez des résidentiels. Donc préparez-vous dès aujourd'hui dans les nouveaux contrats que vous proposez à vos résidents. Dans le règlement intérieur, il est noté que les installations doivent être quand même propres, entretenues, ne pas s'installer de manière fixe sur vos structures. Pensez à le faire appliquer dès maintenant auprès de vos clients, même si le contrôle doit se faire en 2022. Mais je rappelle quand même, Céline, pardon, mais on n'a pas à visiter les hébergements résidentiels. Non, mais c'est toujours important pour l'extérieur, et notamment pour la vision globale du camping, qu'il y ait une unité, une homogénéité par rapport à la qualité des hébergements mis en location. Tout à fait, merci. Si je peux finir aussi, après, bon, c'est des éléments non compensables, mais bon, on est évaluateur, mais aussi on sait faire preuve quand même de certains réflexes de compensation. Nous aussi, si sur je sais pas moi, sur une vingtaine de locatifs, il y a un seul locatif qui pose problème, je le répète, il y a toujours ce délai de 15 jours par rapport à la réhabilitation de certains points qui sont mis en avant, et on saura être souple par rapport, entre guillemets, souple, c'est pas forcément le bon terme, mais savoir aussi pouvoir finaliser le classement si le gestionnaire met tout en œuvre pour apporter les améliorations demandées. Parfait. Mais merci, il est important, comme disait Céline, excusez-moi, je suis bavard, mais il est important, comme disait Céline, que vous vous prépariez, et surtout que voilà, votre personnel, vos collègues, viennent aussi faire des estimations de vos différents équipements si vous le souhaitez. Là, je parle à toi. Alors, nous avons Olivier Mazoui qui reformule sa question parce que c'est un sujet qui lui tient à cœur pour réchapper avec
des guillemets à l'obligation de Wi-Fi sur tous les emplacements. Peut-on communiquer sur le fait qu'il n'y a pas de Wi-Fi sur les emplacements, mais malgré tout en avoir à l'accueil et au resto, donc hors emplacement? Oui, bien sûr, Olivier, vous pouvez tout à fait le présenter comme ceci dans vos supports et ça sera bien pris en compte dans le cadre du classement. Et pour rassurer Olivier, parce qu'apparemment c'est un sujet qui lui est fort et cher, il n'a pas obligation d'avoir 100% des critères obligatoires. Donc s'il choisit la politique qu'il souhaite mettre en place par rapport au Wi-Fi, il perdra 2 points, mais ça n'empêchera pas d'obtenir le classement au final. Et j'aurais encore une dernière question d'Alain Mille sur quel est le nombre au pourcentage de locatifs visités? Alors ça, c'est variable. C'est variable suivant le classement en étoiles et suivant le nombre d'emplacements totaux. Donc ça, c'est un calcul aussi qui se fait à travers une trame que nous avons en interne. Mais peut-être que Céline ou les fédérations mettent à disposition aussi cet outil. Je ne sais pas, Céline. Alors nous n'avons pas d'outil type, mais par contre, s'il veut avoir un ordre d'idée ou si vous voulez avoir un ordre d'idée, vous prenez le guide de contrôle. À la fin de ce guide, il est mentionné en fonction du nombre d'emplacements que vous avez, combien l'auditeur doit visiter, contrôler et vérifier de nombre d'emplacements. Et ensuite, donc là, vous allez avoir un chiffre, X emplacements, et sur ce X emplacement, le contrôleur va devoir faire un ratio. Donc par exemple, si vous avez 90% d'emplacements locatifs, ben, il va adapter son échantillonnage et il prendra donc 90% de ce nombre pour vérifier des emplacements équipés de locatifs et le 10% restant sera des emplacements nus par exemple. Il n'y a pas de chiffre type, mais on demande à ce que le contrôleur reste dans des proportions qui soient semblables à celles que l'on retrouve réellement sur l'établissement. Et au niveau d'ACEP, on indique toujours avant la prise de rendez-vous le nombre d'emplacements qui sera mesuré et le nombre de locatifs qui sera visité. Tout à fait. J'ai encore une question de Thomas Dubier. Si le camping est complet le jour du classement, comment s'organise la visite du locatif? On va laisser Stéphane répondre, c'est lui qui va le faire. Alors ça c'est une très bonne question et ça je voulais aborder le sujet dans l'avancement de l'atelier, mais moi ce qui est important de dire, c'est que c'est vrai qu'il faut quand même éviter les visites de classement en haute saison, c'est-à-dire à 14 juillet, 15 août. Vous allez me dire oui, mais c'est là où les services en général sont tous ouverts, mais certes, mais c'est vrai qu'il faut quand même éviter cette période-là parce que déjà nous, on réalise des visites uniquement accompagnées d'un représentant de l'établissement. Donc, à ce moment-là, vous n'êtes pas forcément vous, gestionnaire ou un responsable disponible. Et ensuite, si tous les locatifs venaient à être occupés, vous, gestionnaire, justement, qui nous accompagnez, vous pouvez demander aux personnes qui sont présentes si on peut rentrer au niveau de leur équipement. S'il n'y a pas possibilité, mais malheureusement, on va effectuer le nombre de visites nécessaires. Une nouvelle question de Pascal Bess. Où trouve-t-on le guide du contrôle? Alors, le guide de contrôle, la grille, tous les documents officiels sont présents sur le site Atout France Classement. Vous pouvez les retrouver aussi dans l'espace extranet de votre fédération, mais dans tous les cas, sur l'espace Atout France Classement, vous avez tous les textes obligatoires pour votre classement. Alors, Gilles me fait signe, il me dit qu'il nous reste 15 minutes d'intervention. On va y arriver. On va peut-être stopper pour l'instant les questions-réponses si jamais il y en avait d'autres, parce que je pense que dans les prochaines slides, nous allons pouvoir répondre déjà à un certain nombre de questions que vous vous posez encore. Voilà, on va reprendre le diaporama parfait à cette partie-là. Donc, vous précisez quels sont les critères, donc là, numéro par numéro, qui ont évolué par rapport à la précédente grille, et vous y apportez quelques précisions. Critère numéro 36 que l'on vous a remis ici, qui concerne le système de collecte d'ordures ménagères. Donc ce critère était déjà présent, mais on demande désormais à ce que ce système de collecte soit à l'abri des regards. Donc lorsque l'on est dans le camping, l'espace de collecte doit être masqué, protégé de la vue des vacanciers. Numéro 42, présence d'une trousse de secours donc que vous devez avoir à la réception ou dans un espace commun. C'est quelque chose que vous aviez déjà, mais qui devient désormais dans le cadre du classement. Un critère optionnel ou obligatoire en fonction des catégories. Bon, je crois que là, on est sur un critère obligatoire. Le numéro 58, donc les équipements sanitaires sont nettoyés quotidiennement. Donc ça, au-delà de la confiance et de la vérification sur site, on va vérifier qu'une fiche
d'émargement des sanitaires soit bien présente et qu'elle soit signée quotidiennement. C'est tout à fait le type de document que l'on a créé pour vous et que vous retrouverez dans le kit de communication à la fin de ces slides. Critère numéro 60, les lavabos individualisés. Donc désormais, on demande à ce que le robinet soit un robinet mitigeur. Donc on reste sur le même principe, hein. Un lavabo individualisé, c'est tout simplement un lavabo avec une vasque unique, un miroir unique. Mais la sortie de l'eau doit être désormais mitigée, c'est-à-dire on a un seul robinet où une eau mitigée va sortir et non plus de robinet comme on pouvait retrouver encore sur certains établissements. Pour cette catégorie de lavabo individualisés, nous avons une légère augmentation des quantités qui sont demandées, hein, des fameux pourcentages. Mais globalement, vous vous en sortirez bien normalement puisque le nombre de lavabos qui était demandé auparavant pour les emplacements équipés de locatifs a disparu. Et désormais, donc, on augmente un petit peu cette quantité dans la catégorie des emplacements nus ou des emplacements destinés à accueillir tout type de matériel. Là encore, vous pouvez le vérifier avec l'outil qui est mis en ligne ou demander à vos fédérations un petit coup de main pour vous aider à lire cette grille au besoin. Les critères numéro 63, les cabines de douche individuelles fermées doivent désormais disposer d'une patère. C'est obligatoire, donc vérifiez qu'il y en ait bien une dans chaque douche, tout simplement, même si c'est quelque chose que vous aviez jusque-là. Critère numéro 107, donc on vous demande, et ceci est désormais... Oui. Je peux compléter quelques éléments par rapport à la dernière slide. Donc, par rapport à tout ce qui est donc existence d'un système de collecte d'ordures ménagères à l'abri des regards, donc c'est tout ce qui est parements en bois, végétaux, murets. Donc ça, c'est à vous de vous organiser par rapport à ce point-là. Et si aussi, ça dépend de la collectivité, de vous rapprocher de votre collectivité pour qu'elle puisse mettre en place tout ce qui est système à l'abri des regards. Donc, par rapport à la trousse de secours aussi, je vais être attentif vous prévenir qu'il y a certaines choses qui ne sont pas à mettre dans une trousse de secours, certains médicaments et autres. Donc, soyez attentifs par rapport au contenu de votre trousse de secours. Et ensuite, par rapport à tout ce qui est feuille d'émargement, donc c'est très bien. La fédération vous transmet des outils par rapport à ce feuille d'émargement. Il est important que vous puissiez la personnaliser, qu'elle soit propre et mise dans des systèmes vraiment clairs. Et aussi, il est important que vous rajoutiez que s'il y a un problème d'entretien, que les clients puissent venir vous l'indiquer au niveau de l'accueil, surtout en cette période de pandémie et de crise sanitaire. Je te redonne la main, Céline, si tu veux. Alors, pour continuer, en effet, critère 107, je vous le précisais, donc on vous demande d'avoir désormais à minima deux sèche-cheveux. C'est un critère qui est obligatoire pour l'ensemble des catégories. Les sèche-cheveux peuvent être de manière fixe dans les sanitaires ou à disposition de la clientèle sur simple demande. Et dans ce cas-là, on vous a fait encore une fois des petites affichettes à coller dans vos sanitaires pour que le client le demande à la réception, par exemple. Critère 114, l'aire de jeu pour enfants. Donc, on vérifiait jusque-là la présence et le nombre de jeux que composait l'aire de jeu. Désormais, le contrôleur va devoir vérifier l'existence et la tenue du cahier de sécurité. Donc, je vous rappelle ce fameux cahier qui doit être tout simplement à disposition du gestionnaire et de la partie technique pour mentionner tous les contrôles, les vérifications tout au long de la vie de l'aire de jeu et de ses équipements. Vous en avez également à disposition auprès de votre fédération nationale ou régionale. N'hésitez pas à leur poser la question. Et comme je vous le précisais tout à l'heure, ce critère est désormais optionnel en cas de positionnement commercial sans enfant qui doit être avéré et bien présent sur votre communication. Critère 119, l'existence d'une salle de remise en forme équipée. J'attire votre attention sur ce point-là, qui est un critère qui devient obligatoire à partir du classement en 4 étoiles, qui doit être composé de 4 équipements. Et ces équipements peuvent se situer à l'extérieur ils ne sont pas obligés d'être dans une salle de fitness. Vous pouvez avoir 4 équipements, type body boomers ou jeux de plein air. Mais c'est désormais un critère qui est obligatoire, qui ne l'était pas pour les 4 étoiles. Critère numéro 125, donc s'il y a existence d'une piscine, on va vérifier, donc le contrôleur va vérifier qu'il y ait bien un pédiluve. Et là, comme pour l'aire de jeu, il va vérifier qu'il y ait un carnet sanitaire, en l'occurrence, qui soit présent et qui soit tenu à jour.
Numéro 143, le site internet comporte le descriptif complet des hébergements locatifs et leur inventaire. C'est quelque chose que vous avez la plupart du temps, mais voilà, tant qu'il ne fait pas très beau, que vous ne pouvez pas travailler dehors, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur vos sites internet et vérifier que ces éléments soient bien détaillés et pour l'ensemble des types de locatifs que vous avez. Critère numéro 154 sur la slide suivante. Si je pouvais apporter des compléments d'information, Céline, je vais aller très vite parce que je vois l'heure avancer. Par rapport à tout ce qui est salle de remise en forme équipée, donc là c'est pareil, on doit vérifier la propreté et l'état, donc il faut que cet équipement soit en état et propre lors de la visite de classement. Ensuite, par rapport à tout ce qui est site internet sur le descriptif complet des hébergements locatifs, donc ça peut être par l'intermédiaire de la plateforme de réservation auquel vous êtes adhérent ou aussi à travers des documents PDF. Ensuite, ce que je veux préciser, c'est qu'il y a une demande de réservation obligatoire à partir du 2 étoiles et il y a un module de réservation obligatoire à partir du 4 étoiles. Ensuite, le site internet doit être traduit en anglais à partir du classement 2 étoiles. Et ensuite, dernier point, confirmation détaillée et systématique de la réservation par mail ou par courrier à partir du 2 étoiles. Donc ça, c'était important, c'est des éléments qui ont été rajoutés par rapport à la nouvelle grille. Je te redonne la main, Céline. Merci Stéphane. Donc, juste pour vous préciser également que le nombre d'heures minimales pour l'ouverture de l'accueil a été modifié. On demande désormais 8 heures minimum par jour pour les catégories 1, 2, 3 étoiles tout au long de la période d'ouverture. Et j'attire bien votre attention là-dessus. Ce n'est pas uniquement en saison, mais sur l'ensemble de la période d'ouverture, avec 10 heures minimum par jour pour les catégories 4 et 5 étoiles. Alors là, par rapport à pardon, Michel. Je voudrais attirer juste l'attention, mais ça tu pourras compléter peut-être. Vous remarquerez que c'est respect d'une présence à l'accueil. C'est la présence qui compte, c'est-à-dire qu'en 1, 2, 3 étoiles, il vous faut 8 heures minimum par jour d'ouverture. C'est lourd, hein, faites-y attention. Alors, tu pourras nous expliquer peut-être, Stéphane, si un simple mot, dire je nettoie vos sanitaires, est-ce que ça peut servir, hein, parce que des petits campings de 30, 40 places, 50 places, ils n'ont pas forcément hors saison ou même beaucoup de personnel. Et savoir si un simple mot comme ça peut servir à justifier de la présence au moins sur le terrain. Oui, c'est très bien que tu me donnes la main. Je voulais justement dire ça, c'est-à-dire que bon, il y a des heures minimum à respecter. Mais on peut totalement comprendre, notamment pour les petits établissements, il y a l'obligation de faire certaines tâches. Donc, ce qu'on demande, c'est que les horaires minimums soient affichés, mais aussi qu'il y ait une mention qu'en cas d'absence, soit vous pouvez contacter un numéro de portable ou vous rendre si vous êtes à des sanitaires, mais préparer des fiches propres et claires, qu'elles soient visibles de la clientèle, parce que c'est important que la clientèle, lorsqu'elle arrive dans votre établissement, elle puisse voir votre disponibilité et si vous n'êtes pas disponible sur l'accueil, le lieu où on peut vous trouver ou le moyen de communication de vous joindre. Mais je le répète, ce qui est important, c'est ce qu'on voit en premier sur votre établissement, des affichages propres et clairs. Merci Stéphane. Alors le maître du temps nous précise qu'il nous reste moins de 3 minutes maintenant. Voilà, on va y arriver. Donc je vais juste vous rappeler les 2 derniers critères que je voulais vous préciser. Critère 157, où on vous précise que le personnel doit être capable d'informer le client sur les offres touristiques locales. On vous a mis en place une petite procédure type dans le kit d'accueil qui va vous permettre de structurer l'information. Bien entendu, vous formez, vous sensibilisez déjà votre personnel aux activités qu'il y a à faire à proximité de vos structures. Et là, sur un document, on vous précise de rappeler la procédure, ce que vous avez fait pour former et qui vous avez formé en l'occurrence. Critère 171, mise à disposition sur demande d'équipement pour bébé. On vous demande désormais de manière obligatoire d'avoir à minima une chaise haute et un matelas allongé. C'est quelque chose qui peut être mis en place à disposition gratuitement ou de manière payante. Ceci n'est pas précisé, ça c'est à votre convenance, dans les locatifs ou tout simplement à disposition à l'accueil. Juste propre et en bon état. De préférence, en effet, propre et en bon état. Sur les 2 slides suivantes, nous avions prévu de vous donner des informations plus spécifiques sur les campings qui seraient dans la catégorie loisirs, c'est-à-dire dont plus de 50% des emplacements sont équipés de contrats de longue durée, donc de contrats résidentiels pour la plupart du temps.
avec l'option éventuellement de passer ces 2 slides si nous étions un petit peu bavards, ce que nous allons faire donc ce matin. Mais ne vous inquiétez pas, les slides sont à votre disposition, donc vous les recevrez et vous pourrez nous poser des questions complémentaires si vous le souhaitez. Vous retrouverez aussi sur ce diaporama les 2 slides, donc le kit de communication à votre disposition. On vous en a parlé tout au long de ce webinaire. Vous avez ici le lien qui vous permet d'y accéder directement, ainsi que sur la slide suivante, les différents éléments pour obtenir la grille, la fameuse feuille de calcul au format Excel pour vos sanitaires et au besoin, l'autorisation d'aménager type à faire signer par le maire de la commune si vous n'avez pas le permis ou l'autorisation d'aménager. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux et à Stéphane d'Anguiral d'Evolution Tourisme qui, à distance, a fait le premier atelier de formation sur le classement. Merci à tous les trois, hein, parce que Michel a aussi bien sûr activement participé. Le timing étant ce qu'il est, je suis le fameux maître du temps. Hein. Et donc, je vais maintenant demander à notre régisseur, en vous remerciant encore une fois énormément du travail réalisé. Merci Stéphane. Et le plaisir de se retrouver dans quelques minutes pour le deuxième atelier qui sera l'atelier sur l'assurance. À savoir que vous aurez Michel Dubié qui va rester sur scène et qui sera rejoint par Jean Laborde. Mais avant cela, je vous propose une autre vidéo de présentation d'un témoignage sur la partie espace vert des métiers de l'hôtellerie de plein air. Merci encore à tous et vous pouvez envoyer la régie. Les espaces verts sont importants pour 2 points. La structuration des lieux de vie, des espaces ombragés, mais surtout la mise en valeur du camping dans un cadre naturel et vivant. Je suis rentré en tant que saisonnier au camping Le Brasilia à Canet-en-Roussillon. Puis j'ai poursuivi sur un apprentissage dont j'ai obtenu le diplôme en aménagement paysagiste. Et actuellement, je viens de signer un CDI dans ce même camping. Ce qui me plaît dans mon travail, c'est de travailler dans un cadre naturel et avoir plusieurs tâches variées comme la tonte des pelouses, la taille des végétaux, le ratissage ou même encore la plantation de fleurs.